L'air de l'Ambroisie, un restaurant 3 étoiles Michelin niché au cœur de la place des Vosges à Paris, était saturé du parfum de l'argent. Il sentait l'huile de truffe, le Bordeaux millésimé et les parfums délicats et coûteux de sa clientèle. Pour Clara Evans, c'était l'odeur de ses frais d'inscription à la Sorbonne, de son loyer et du coût incroyablement élevé de la simple existence à Paris. À 24 ans, sa vie était une équation soigneusement équilibrée de cours de linguistique, de sessions d'études tardives et de services de 8 heures debout, naviguant dans le paysage périlleux de l'élite de la ville. Ce soir-là, l'équation semblait particulièrement instable. La table 7 était occupée par Damien Al-Jamil. Même si son nom n'avait pas été sur la réservation, on pouvait deviner qu'il était un homme d'une immense puissance. Il n'était pas seulement riche, il dégageait une aura d'autorité absolue et inébranlable. Il portait un costume Tom Ford sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la vieille Twingo de Clara, et à son poignet trônait une montre Richard Mille, un enchevêtrement complexe d'engrenages et de saphirs qui était une merveille d'ingénierie et un monument à la richesse obscène. Il était d'une humeur exécrable. Son compagnon, un homme d'affaires français à l'air sévère, la soixantaine avancée, nommé M. Dubois, tentait d'arrondir les angles. Mais le mécontentement de Damien était une force palpable, un front froid se déplaçant dans la salle à manger chaleureuse et dorée. Sa mâchoire était serrée, ses yeux sombres parcouraient le menu avec une impatience non dissimulée, et il s'adressait au personnel d'un ton sec et méprisant. Clara connaissait ce type. Elle les avait tous servis. Les jeunes loups de la tech qui la traitaient comme une application, les matriarches de la vieille bourgeoisie qui critiquaient son vernis à ongles, et les titans de l'industrie qui ne la voyaient que comme une paire de mains pour livrer leur nourriture. Sa défense était un sourire professionnel et placide et un mur impénétrable de courtoisie. Elle s'approcha de la table, son bloc-notes à la main, sa posture droite et son expression neutre. « Puis-je vous recommander les coquilles Saint-Jacques poêlées, monsieur ? Le chef a préparé un remarquable risotto au safran pour les accompagner ce soir. » dit-elle, sa voix calme et égale. Damien ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Apportez-moi juste de l'eau minérale, une San Pellegrino avec une seule tranche de citron vert, pas plus. Et assurez-vous que le verre est frais, pas glacé. » Sa voix était un ordre, pas une demande. « Bien sûr, monsieur. » Alors qu'elle se détournait, elle l'entendit marmonner quelque chose à M. Dubois dans une langue gutturale qu'elle reconnut instantanément. C'était de l'arabe, plus précisément un dialecte urbain et poli du Golfe. Il se plaignait du service lent, du décor ostentatoire, de la pure francité de l'ensemble. C'était la langue que Clara passait ses nuits à étudier. La langue sur laquelle elle écrivait sa thèse. La langue qui, pour des raisons qu'elle ne pouvait jamais expliquer, lui semblait être un membre fantôme, une partie d'elle-même qui lui manquait et qu'elle cherchait désespérément à retrouver à travers les textes anciens et la grammaire complexe. Sa fascination pour l'arabe avait commencé comme une quête académique. En tant que majeure en linguistique, elle était attirée par sa complexité et sa poésie, mais c'était rapidement devenu une obsession, une connexion presque spirituelle. L'écriture lui semblait naturelle dans sa main, la phonétique familière dans sa bouche. C'était une connexion étrange, inexplicable pour une fille nommée Clara Evans, une orpheline élevée par une gentille mais très provinciale famille d'accueil en Normandie. Tout ce qu'elle avait de ses parents biologiques était une unique photo jaunie et un petit médaillon en argent finement ciselé qu'elle ne quittait jamais, le sentant parfois chauffer contre sa peau comme un rappel d'un passé insaisissable. Elle revint avec l'eau, ses mouvements gracieux et exercés, un ballet silencieux qu'elle exécutait chaque soir. La bouteille était fraîche, le verre parfaitement givré, exactement comme il avait exigé. Elle versa l'eau pétillante, les bulles crépitant doucement, un son qui semblait presque trop fort dans la tension qui émanait de la table. Monsieur Dubois était au milieu d'une phrase, essayant de sauver un accord immobilier de plusieurs milliards d'euros qui prenait clairement l'eau. « Damien, le conseil d'urbanisme est raisonnable. Il nous suffit de faire preuve d'un peu de flexibilité, de montrer que nous respectons le patrimoine architectural du quartier. » Damien agita une main dédaigneuse, son attention toujours rivée sur l'écran de son téléphone, où défilaient des chiffres qui dictaient le sort d'entreprises entières. C'est dans cette fraction de seconde de distraction que le désastre frappa. Alors que Clara posait le verre frais sur la nappe immaculée, Damien déplaça brusquement son bras pour attraper un document, faisant tomber son téléphone de son support. Sa main, par un mouvement réflexe, heurta la sienne. Le lourd verre de cristal bascula, et une cascade d'eau glacée se déversa directement sur le pantalon de son costume coûteux, et plus important encore, sur une pile de documents sensibles étalés à côté de lui, l'encre commençant immédiatement à baver. Le silence qui s'abattit sur la table fut instantané et absolu. Monsieur Dubois se figea, son visage blêmissant. Clara sentit le sang quitter le sien. « Oh mon Dieu, monsieur! Je suis tellement, tellement désolée » commença-t-elle, se penchant instinctivement pour attraper une serviette. Damien Al-Jamil se leva d'un bond de son siège.
La fureur froide dans ses yeux était terrifiante. Il regarda la tache sombre qui s'étendait sur son costume gris, puis les papiers imbibés d'eau, son visage un masque de mépris glacial. Il ne voyait pas une jeune femme qui avait fait une erreur maladroite. Il voyait une servante incompétente qui venait d'ajouter une autre frustration intolérable à une journée déjà désastreuse. Il tourna toute sa colère sur elle. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était basse, tranchante, et livrée dans sa langue maternelle, un flot d'arabe venimeux destiné à l'humilier dans une langue qu'il était certain qu'elle ne pourrait pas comprendre. Le torrent de mots déferla sur elle, chaque syllabe chargée de dédain. « Ne peux-tu donc rien faire correctement, espèce d'incapable ? Voilà ce qui arrive quand on engage des paysans pour servir des rois. Tu n'as aucune idée des dégâts que tu viens de causer, stupide petite fille. Ton existence est une erreur. » Le restaurant, bien qu'incapable de comprendre les mots, pouvait sentir la cruauté glaçante de leur ton. Monsieur Dubois avait l'air mortifié. Les collègues de Clara observaient de loin, horrifiés mais impuissants. Clara, elle, resta simplement là, son plateau serré dans ses mains, son visage un masque de professionnalisme vide, une toile blanche attendant le prochain coup de pinceau. Damien esquissa un sourire narquois, une petite torsion cruelle et satisfaite de ses lèvres. Il avait remis l'insignifiante petite serveuse à sa place. Il avait affirmé sa domination. Il se tourna vers Monsieur Dubois, prêt à continuer sa tirade en français. Mais Clara ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle prit une lente et profonde inspiration, le son à peine audible mais empli d'une force naissante. Elle posa son plateau sur une desserte voisine avec une précision délibérée. Elle redressa sa colonne vertébrale, et quand elle le regarda, le masque placide et professionnel avait disparu. Ses yeux bleus, qu'il n'avait même pas pris la peine de remarquer auparavant, brillaient maintenant d'un feu aussi ancien et fier que les sables du désert. Et puis elle parla. Le silence à l'Ambroisie n'était plus seulement le murmure feutré d'un dîner poli. C'était un vide, lourd et expectant. Damien Al-Jamil se détournait déjà, congédiant Clara comme un meuble défectueux. Monsieur Dubois formulait une excuse, prêt à faire du contrôle de dégâts pour son partenaire volatile. C'est alors que la voix de Clara, claire et stable, trancha le silence. Ce n'était pas l'anglais hésitant et contrit auquel il s'attendait, ni même le français d'une serveuse. C'était de l'arabe. Mais pas n'importe quel arabe. C'était la langue parfaitement articulée, poétique et de haut registre des érudits et de la poésie ancienne, un arabe littéraire si pur qu'il faisait paraître son propre argot urbain comme un graffiti maladroit à côté de la calligraphie d'un maître. « Excusez-moi, monsieur », commença-t-elle, son ton respectueux mais bordé d'acier. Damien se figea à mi-tour. Son corps entier se raidit. C'était comme si la foudre avait frappé le sol en marbre à ses pieds. Il se retourna lentement pour lui faire face, son sourire arrogant fondant en un masque de choc pur et total. Clara continua, son regard fixé sur le sien, sa posture dégageant une dignité qui défiait son simple uniforme noir. Elle ne se contenta pas de répondre, elle livra une leçon magistrale. « L'eau qui s'est renversée est peut-être mon erreur, et pour cela je m'excuse sincèrement, » dit-elle, sa voix résonnant avec clarté. « Mais la dignité n'est pas une marchandise qui s'achète ou se vend, pas même pour le prix de votre costume coûteux. » Monsieur Dubois la regardait, complètement déconcerté, ses yeux allants et venant entre le milliardaire furieux et la serveuse composée, qui était maintenant enfermé dans une bataille linguistique qu'il ne pouvait pas comprendre. Les quelques autres clients qui reconnaissaient la langue interrompirent leur conversation, leurs fourchettes suspendues en l'air. Clara fit un pas de plus, sa voix s'abaissant légèrement mais ne perdant rien de son intensité. « Vous dites que les paysans servent les rois, mais mes ancêtres cartographiaient les étoiles et écrivaient de la poésie alors que les vôtres marchandaient encore le prix d'une chèvre. » C'était une insulte d'une audace à couper le souffle, enveloppée dans la soie de l'arabe classique. C'était une gifle verbale administrée avec la précision d'un chirurgien et la grâce d'un diplomate. Elle ne parlait pas seulement sa langue. Elle la maniait avec un niveau de maîtrise que lui, malgré toute sa richesse et son pouvoir hérité, ne possédait pas. Le visage de Damien était passé du rouge de la colère au pâle du choc. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. Damien Al-Jamil, un homme qui pouvait faire taire des conseils d'administration d'un seul regard, venait d'être verbalement désarmé par une serveuse devant son partenaire commercial, dans sa propre langue. Elle termina, sa voix s'adoucissant mais portant un poids final dévastateur. « Les dommages causés à vos papiers sont temporaires. Les dommages que vous infligez à l'âme d'une personne avec des mots cruels durent éternellement. Je vous souhaite une bonne soirée. » Sur ce, elle fit un léger signe de tête presque imperceptible, se retourna avec une grâce délibérée et s'éloigna de la table. Toute la salle à manger sembla expirer en même temps. Le directeur du restaurant, un homme perpétuellement stressé nommé Julien, se précipita, le visage cendré.
Il avait entendu la voix s'élever, vu le déversement, et maintenant assisté à l'incompréhensible suite des événements. « Monsieur Al-Jamil, je suis tellement désolé. Permettez-nous de tout prendre en charge. Le repas est offert par la maison, bien sûr. Et cette serveuse, on s'occupera d'elle immédiatement. Elle est renvoyée. » Absolument renvoyé. Damien ne semblait pas l'entendre. Il fixait toujours le dos de Clara qui s'éloignait, son esprit en plein désarroi. Qui était-elle? Ou une serveuse à Paris avait-elle appris à parler l'arabe comme un membre d'une cour royale? La précision de sa grammaire, l'élégance de sa phraséologie. C'était une chose de beauté, et elle avait été utilisée pour l'éviscérer. Le proverbe final sur les mots et les blessures. C'était quelque chose que son propre grand-père disait. Monsieur Dubois trouva enfin sa voix. « Damien, qu'est-ce qui vient de se passer, au nom de Dieu? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Damien se laissa retomber sur sa chaise, la colère complètement dissipée, remplacée par un mélange déroutant d'humiliation, de confusion et d'une étrange lueur d'admiration non désirée. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, son sang-froid brisé. « Elle, commença-t-il, sa voix un murmure rauque, elle m'a remis à ma place. » Il regarda les documents ruinés. Quelques heures plus tôt, le sort du projet de la Tour du Bois était la chose la plus importante au monde. Maintenant, c'était une préoccupation lointaine, secondaire à la question brûlante de la serveuse à la langue de poète et au feu dans les yeux. Pendant ce temps, dans le vestiaire du personnel, les mains de Clara tremblaient. L'adrénaline qui l'avait envahie commençait à se dissiper, laissant un vide tremblant dans son sillage. Marie, sa collègue et amie, se précipita. « Clara, tu es folle? Qu'est-ce que tu lui as dit? Julien t'a renvoyé sur le champ. » Clara s'appuya contre les casiers, fermant les yeux. « Je sais, Marie, je sais. Est-ce que ça en valait la peine? Je veux dire, c'était incroyable de voir son visage, mais ton travail. » Clara toucha le petit médaillon d'argent à son cou. C'était une habitude subconsciente, quelque chose qu'elle faisait quand elle se sentait perdue ou défiante. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Les mots étaient juste venus. C'était comme si toute une vie d'identité inexprimée avait débordé dans ce seul moment humiliant. Il ne s'agissait pas du travail ou de l'eau renversée. Il s'agissait de lui, la regardant et ne voyant rien. Il s'agissait de lui, utilisant une langue qui ressemblait à sa propre âme cachée pour la traiter de nulle. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Ça en valait la peine. » Elle avait perdu son emploi, mais dans le silence assourdissant qui avait suivi ses paroles, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir peut-être trouvé un morceau d'elle-même. Les 48 heures suivantes furent une étude de contraste. Pour Clara Evans, elles furent une spirale d'anxiété. Le sentiment de puissance initiale qu'elle avait ressenti s'était dissipé dans la froide réalité du chômage. Le loyer était dû. Les remboursements de son prêt étudiant étaient une bête vorace jamais rassasiée. Elle passait ses journées à parcourir les sites d'offres d'emploi en ligne, à peaufiner son CV et à essayer d'ignorer le nœud d'angoisse dans son estomac. Le frisson de sa prise de position audacieuse était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Chaque fois qu'elle rejouait la scène dans son esprit, une vague de panique suivait la fierté. À quoi avait-elle pensé? Pour Damien Al-Jamil, ces mêmes heures furent une période de désarroi profond et inhabituel. Il était de retour dans son Penthouse, un palais de verre stérile surplombant l'avenue Foch. La ville scintillait en contrebas comme un tapis de diamants éparpillés, un royaume qu'il considérait habituellement comme sien à conquérir. Mais maintenant, il lui semblait aliénant. Le silence de l'immense appartement minimaliste était plus fort que le bourdonnement de la ville. L'accord du bois, qui avait été la source de tout son stress, était résolu. Après l'incident à l'Ambroisie, un Damien étrangement humble avait accepté les compromis proposés par M. Dubois. L'accord était sauvé. Il aurait dû être triomphant. Au lieu de cela, il était hanté. Il ne pouvait pas se sortir la serveuse de la tête. Ce n'était pas seulement sa maîtrise choquante de l'arabe. C'étaient ses yeux. Il les avait vus clairement à ce moment de confrontation, d'un bleu saphir profond, mais rempli d'un feu qui semblait parler d'une âme ancienne et résiliente. Il rejouait ces mots encore et encore. Mes ancêtres cartographiaient les étoiles. C'était si élégant, si tranchant. Qui était-elle? Une professeure de linguistique travaillant à côté, la fille d'un diplomate tombé dans le dénuement? La stupide petite fille, qu'il avait tenté d'humilier, avait fait preuve de plus de grâce et de force que quiconque il n'avait jamais rencontré dans son monde de sycophantes et de prédateurs financiers. La honte était une chose physique, un goût amer dans sa bouche. La voix de son grand-père résonnait dans sa mémoire, récitant le même proverbe qu'elle avait utilisé. « Méfie-toi des blessures que tu infliges avec ta langue, car elles s'infectent longtemps après que la coupure d'une épée a guéri. »
Il s'était comporté comme un enfant gâté, pas comme un roi. Il convoqua Khalil, le chef de sa sécurité personnelle, un homme discret et d'une efficacité redoutable qui était avec sa famille depuis des années. Khalil entra dans le Penthouse, sa présence calme et discrète. « Khalil, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un, » dit Damien, debout devant les baies vitrées, le dos à la pièce. « Bien sûr, Cheikh Damien. Avez-vous un nom ?»« Je ne l'ai pas. » C'était une serveuse à l'ambroisie. Il se retourna, son expression sombre. Son nom pourrait être Clara. Elle travaillait il y a 2 soirs. Elle parle arabe. L'expression stoïque de Khalil ne changea pas, mais une lueur de surprise s'enregistra dans ses yeux. « Compris, monsieur. Je ne veux pas seulement son nom. Je veux tout savoir. Où elle vit, où elle étudie, si elle étudie. Je veux savoir où une serveuse à Paris a appris à parler comme un poète bédouin. Sois discret. » « Comme toujours, monsieur. » Tandis que Khalil commençait sa recherche, Damien se retrouva incapable de se concentrer. Il annula des réunions. Il ignora les appels de son bureau à Dubaï. Il arpentait les sols en marbre froid de son appartement, le souvenir de sa propre cruauté le rongeant. Il avait été sous pression, oui, mais ce n'était pas une excuse. Il avait hérité d'un empire de son père, mais il avait oublié la leçon la plus importante que son père lui avait enseignée. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de commander la peur, mais de mériter le respect. En un instant d'arrogance insouciante, il avait manqué de respect non seulement à une jeune femme, mais aussi à la langue et à l'héritage dont il était si fier. Khalil fut, comme prévu, rapide. Il lui fallut moins d'une journée. « Son nom est Clara Evans, monsieur », rapporta Khalil, tenant un mince dossier. 24 ans, orpheline adoptée par une famille en Normandie. C'est une étudiante de haut niveau en linguistique à la Sorbonne, spécialisée dans les langues sémitiques. Elle a 2 emplois pour subvenir à ses besoins. Elle a été renvoyée de l'Ambroisie immédiatement après votre interaction. Chaque détail était un nouveau coup de poignard de culpabilité. Une orpheline, une étudiante boursière, travaillant 2 emplois. Il avait dirigé son pouvoir et ses privilèges contre quelqu'un qui n'avait rien, et elle y avait répondu avec une richesse intérieure qu'il ne pouvait pas comprendre. « Où habite-t-elle » demanda Damien, sa voix basse. Khalil lui donna l'adresse. Une chambre de bonne dans un immeuble modeste du quartier latin, à des années-lumière de son Penthouse de l'avenue Foch. « Merci, Khalil. Ce sera tout. » Damien savait ce qu'il devait faire. Des excuses s'imposaient, pas un message envoyé par un assistant ou un chèque livré par un avocat. Il l'avait insulté en face. Il s'excuserait en face. C'était une question d'honneur. Il enfila un simple pull en cachemire et un pantalon sombre, renonçant à son costume habituel. Il dit à son chauffeur d'attendre à un pâté de maison. C'était quelque chose qu'il devait faire seul. Quand il se tint devant la porte usée de l'appartement du 6e étage sans ascenseur, il ressentit une nervosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis sa première négociation commerciale majeure. Il pouvait affronter une salle d'investisseurs hostiles, mais la pensée de faire face à nouveau à cette jeune femme le remplissait d'un profond sentiment d'appréhension. Il frappa. La porte s'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne. Clara Evans regarda à travers l'entrebâillement. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait un sweatshirt universitaire délavé, et son visage était dépourvu de maquillage. Le feu qu'il se rappelait dans ses yeux était éteint, remplacé par de la lassitude et de la méfiance. Quand elle vit qui c'était, ses yeux s'écarquillèrent et la porte commença à se refermer. « Attendez, » dit rapidement Damien, la main levée. « S'il vous plaît. Je m'appelle Damien Al-Jamil. Je suis venu m'excuser. » La porte resta obstinément en place. « Je n'ai rien à vous dire. »« Je sais que je ne mérite pas votre temps, » dit-il, sa voix sincère, dépouillée de son commandement habituel. « Mais je me suis comporté de manière abominable. Ma conduite était inexcusable. Je suis venu ici pour vous le dire en personne et pour vous offrir de récupérer votre emploi, avec des excuses formelles à la direction et une compensation, bien sûr, pour vos salaires perdus et votre détresse. » Il gérait cela comme un problème commercial. S'excuser, proposer une solution, effectuer un paiement. C'est ainsi que son monde fonctionnait. Clara resta silencieuse un long moment. Puis la chaîne glissa et la porte s'ouvrit. Elle ne l'invitait pas à entrer. Elle sortait dans le couloir, croisant les bras, son expression illisible. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Al-Jamil. Et je ne travaillerai jamais dans un endroit qui renverrait une employée pour avoir été insultée par un client riche. » Sa voix était calme mais ferme. De vraies excuses ne sont pas une transaction. Il fut décontenancé. Il s'était attendu à de la colère, des larmes,
ou même une demande d'argent plus importante. Il ne s'était pas attendu à cette intégrité tranquille et inébranlable. « Vous avez raison, » dit-il, à nouveau humilié. « Ce n'en est pas une. Je suis désolé. Vraiment. Ce que j'ai dit, c'était cruel et indigne de moi. Il n'y a aucune excuse. » Elle étudia son visage, cherchant la sincérité. Le couloir était faiblement éclairé, sentant la vieille peinture et la cuisine d'un voisin. C'était un contraste frappant avec la scène dorée de leur première rencontre. Ici, dépouillé de son pouvoir et de son uniforme, il n'était que deux personnes. Alors qu'elle soutenait son regard, sa tête s'inclina légèrement. Quelque chose à son cou attira la faible lumière de l'ampoule du couloir. C'était un petit pendentif en argent, un médaillon. Il était finement ciselé d'un motif de forme géométrique entrelacé, avec une étoile en son centre. Le souffle de Damien se coupa dans sa gorge. Ses excuses, le restaurant, la raison pour laquelle il était là, tout s'évapora de son esprit. Il ne pouvait pas détacher ses yeux du médaillon. Le dessin n'était pas seulement familier. C'était un fantôme de son passé le plus profond. Un dessin qu'il n'avait pas vu depuis plus de 20 ans. Un dessin commandé par sa propre mère. « Où » demanda-t-il, sa voix soudain un étrange murmure à peine audible. « Avez-vous eu ce collier » La main de Clara vola vers son cou, ses doigts se refermant instinctivement sur le médaillon. C'était un geste protecteur et inconscient qu'elle avait fait 1000 fois auparavant. Le changement soudain de ton de Damien, l'intensité dans ses yeux, la mirent immédiatement sur ses gardes. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix aiguisée par la méfiance. « Qu'est-ce que cela peut vous faire ?»« S'il vous plaît, » dit-il, faisant un demi-pas en avant, son regard toujours fixé sur le morceau d'argent niché à la base de sa gorge. « Ce motif, je le connais. Il est très inhabituel. Puis-je le voir ?» Son arrogance avait disparu, remplacée par une urgence brute et désespérée qui était bien plus troublante. Clara hésita. Cet homme l'avait humiliée, lui avait coûté son travail. Et maintenant, il se tenait dans le couloir miteux de son immeuble, obsédé par le seul trésor personnel qu'elle possédait au monde. Chaque instinct lui criait de lui claquer la porte au nez. Mais il y avait quelque chose dans son expression, une confusion profonde, presque douloureuse, qui la fit réfléchir. Ce n'était pas le regard d'un homme essayant de l'intimider. C'était le regard d'un homme qui venait de voir un fantôme. Lentement, à contre-cœur, elle défit la fine chaîne d'argent et tendit le médaillon dans sa paume. Elle ne le laissa pas le toucher. Le métal était frais contre sa peau. Damien se pencha, ses yeux scrutant le dessin complexe. C'était un motif de style giri, un entrelac géométrique complexe commun dans l'art islamique. Mais celui-ci était unique. Il comportait une étoile à 7 branches, et non les 5 ou 8 habituels, et les rubans entrelacés étaient sculptés pour ressembler à des flots d'eau. C'était un design personnalisé, une signature. « Ma mère », commença-t-il, sa voix se brisant légèrement. Il leva les yeux du médaillon vers son visage, la voyant vraiment pour la première fois. Non pas comme une serveuse, non pas comme une anomalie linguistique, mais comme une personne. Il vit la détermination de sa mâchoire, l'intelligence dans ses yeux bleu saphir, la légère pulvérisation de taches de rousseur sur son nez. Ma mère avait fait faire un ensemble de bijoux avec ce dessin exact. Un bracelet, une bague et 2 médaillons. C'était une sorte de blason familial. Un dessin qu'elle a créé elle-même. Le cœur de Clara commença à battre à un rythme frénétique et lourd contre ses côtes. C'est impossible. C'était à ma mère biologique. C'est la seule chose que j'ai d'elle. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, chargés d'une signification qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Votre mère biologique, répéta Damien, son esprit courant, essayant de connecter une série de points impossibles. Vous êtes orpheline, a dit Khalil. Adoptee. Clara reprit vivement le médaillon, ses jointures blanches alors qu'elle serrait le poing autour. Comment savez-vous ça? Vous avez enquêté sur moi? Sortez d'ici. Maintenant. La peur et la méfiance revinrent au décuple. Non, attendez. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas, plaida-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Il y avait 2 médaillons. L'un était pour ma tante. L'autre était pour ma petite cousine, une fille nommée Léla. Elle et ses parents, mon oncle et ma tante, ils étaient en France. Il y a eu un accident. Un incendie, il y a 24 ans. On nous a dit que personne n'avait survécu. Clara le dévisagea, son esprit un maelstrom de confusion et d'incrédulité. L'histoire était insensée. L'intrigue d'un feuilleton. Un cheik milliardaire se présente à sa porte et prétend que son médaillon appartient à sa cousine perdue et présumée morte. C'était ridicule. Ce devait être un tour. Un stratagème étrange et élaboré.
Mais pourquoi? Vous mentez, murmura-t-elle, bien que sa propre voix manque de conviction. Je jure sur la tombe de mon père que non, dit Damien, ses yeux sombres grands ouverts et remplis d'une sincérité désespérée. Ma tante, elle s'appelait Amira. Mon oncle était Tariq Al-Jamil. Il était le frère cadet de mon père. Il avait déménagé en France pour son travail. Ils avaient une fille, Léla. Elle aurait votre âge. 24 ans. Chaque mot était un coup de marteau sur les murs que Clara avait construits autour de sa propre histoire. Toute sa vie avait été un point d'interrogation. Elle connaissait sa date de naissance, son lieu de naissance, grâce au maigre dossier d'adoption, un hôpital près de Rouen, et qu'elle était la survivante d'un incendie de maison qui avait coûté la vie à ses parents. Ses parents adoptifs, les Evans, étaient aimants et gentils, mais ils n'avaient jamais pu combler le vide de ses origines inconnues. Ce vide était la raison pour laquelle elle avait été attirée par l'arabe, pourquoi elle s'accrochait au médaillon. C'était son seul lien avec un monde qu'elle n'avait jamais connu. Léla, répéta-t-elle le nom. Il semblait étranger et familier à la fois sur sa langue. Elle avait les yeux de ma tante, continua Damien, sa voix plus douce maintenant, presque révérencieuse. Tout le monde le disait. Un bleu brillant, saisissant, tout comme les vôtres. Clara se sentit prise de vertige. Elle s'appuya contre le cadre de la porte pour se soutenir, son esprit luttant pour traiter cette possibilité impossible. Cet homme arrogant, exaspérant, pouvait-il être sa famille? L'idée était si discordante, si fondamentalement bouleversante que son cerveau refusait de l'accepter. J'ai besoin que vous partiez, dit-elle, la voix tremblante. C'est trop. Damien vit la panique et la peur sur son visage. Il était venu s'excuser pour un moment de cruauté et avait à la place fait exploser une bombe au milieu de sa vie. Il devait reculer, lui donner de l'espace. Mais il ne pouvait pas laisser les choses ainsi. Je comprends, dit-il en reculant d'un pas et en levant les mains en signe de paix. Je vais partir. Mais cela ne peut pas être une coïncidence. Le médaillon, votre âge, vos yeux, l'incendie, même votre maîtrise de l'arabe, c'est comme un écho de qui vous êtes. S'il vous plaît, laissez-moi vous le prouver. J'ai une sœur aînée, Nadia. C'est l'historienne de la famille. Elle se souviendra de tout. Elle a des photos. Il sortit une élégante carte de visite noire. Ceci est mon numéro personnel. Il arrivera directement sur mon portable. Pas d'assistant, personne d'autre. S'il vous plaît, quand vous serez prête, appelez-moi. Ou ne le faites pas. Le choix vous appartient. Mais je crois que vous êtes ma cousine. Il posa la carte sur la petite table dans le couloir et recula lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens, son visage une toile de choc, d'espoir et de regret naissant. Il se retourna et descendit les escaliers, ses pas résonnant dans le bâtiment silencieux. Clara attendit d'entendre la porte d'entrée de l'immeuble se fermer. Puis elle glissa le long du mur, ses jambes cédant, et s'assit lourdement sur le sol de son couloir. Elle ouvrit la main et fixa le médaillon d'argent. Pendant 24 ans, il avait été le symbole d'un passé perdu. Maintenant, c'était une clé, et elle était terrifiée par la porte qu'elle pourrait ouvrir. Toute son identité, le fondement même de qui était Clara Evans, venait d'être fracturée par le dernier homme sur Terre qu'elle aurait jamais voulu revoir. Le vol de Paris à Dubaï fut un brouillard pour Damien. Il était assis dans son jet privé, une merveille de luxe et de technologie qui le remplissait habituellement d'un sentiment de contrôle. Mais maintenant, il se sentait comme un passager dans sa propre vie, filant à toute allure vers une vérité à laquelle il n'était pas préparé. Il avait le rapport préliminaire de Khalil sur sa tablette, mais il y jeta à peine un coup d'œil. Les faits n'étaient que du petit bois sec. Le feu, c'était le souvenir du visage de Clara, la vue du médaillon, le bleu impossible de ses yeux. Il ignora sa propre vaste résidence et se rendit directement à la villa familiale où vivait sa sœur aînée, Nadia. Nadia Al-Jamil était le cœur de leur famille. Là où Damien était feu et ambition, elle était la terre calme et rassurante. Elle avait endossé un rôle matriarcal après le décès de leur mère des années auparavant. Et elle était la gardienne de leur histoire, la gardienne des souvenirs. Il la trouva dans la cour centrale, une oasis luxuriante de fontaines et de vignes de jasmin, en train de lire un livre. Elle leva les yeux à son approche, son sourire chaleureux s'effaçant en voyant la tempête sur son visage. « Damien, tu es rentré plus tôt. Tout va bien ? L'accord du bois. »« L'accord va bien, » dit-il en la coupant alors qu'il s'enfonçait dans une chaise en face d'elle. « Nadia, j'ai besoin de te poser des questions sur l'oncle Tariq et la tante Amira. » Le sourire de Nadia disparut complètement. C'était un sujet dont ils parlaient rarement. La perte avait été un traumatisme profond pour leur famille, une blessure qui s'était cicatrisée mais n'avait jamais vraiment guéri. Pourquoi? Qu'y a-t-il à leur sujet?
Parle-moi de l'incendie. De tout ce dont tu te souviens. Intriguée par son urgence, Nadia posa son livre. C'était il y a si longtemps. Tu n'étais qu'un garçon. C'était un incendie dans leur maison près de Rouen. Le rapport officiel disait que c'était un problème de câblage défectueux. C'était une tragédie complète. Nous les avons tous perdus. Sa voix se chargea d'un vieux chagrin. Tous, insista Damien. En es-tu certaine? Là, la scène était-elle claire? Damien, qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr que c'était clair. C'était un incendie dévastateur. Les autorités l'ont confirmé. Nous avons enterré 3 cercueils ici, dans le caveau familial. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi remues-tu tout ça? Damien prit une profonde inspiration. Nadia, te souviens-tu des bijoux que maman avait fait faire? L'ensemble avec l'étoile à 7 branches. Une lueur de reconnaissance illumina le visage de Nadia. L'étoile d'eau. Bien sûr. C'était le dessin personnel de maman, un symbole pour les membres de notre famille nés à l'étranger, pour leur rappeler leurs racines près de la mer. Elle a donné un médaillon à tante Amira. Pourquoi? Y avait-il un autre médaillon? Le front de Nadia se plissa sous l'effort de mémoire. Oui, il y en avait un. Un plus petit pour le bébé. Pour Léla. Maman allait le lui donner pour son premier anniversaire, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Il leur a été envoyé avec d'autres cadeaux quelques semaines avant l'incendie. Je crois qu'il a été perdu avec tout le reste. Damien se pencha en avant, ses mains si serrées que ses jointures étaient blanches. Nadia, j'ai rencontré une femme à Paris, une serveuse. Elle a 24 ans. Elle a été adoptée. Elle est la survivante d'un incendie de maison qui a tué ses parents quand elle était bébé. Nadia le fixa, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Ne sois pas ridicule, Damien. C'est une coïncidence. Elle porte le médaillon, Nadia, dit-il, sa voix à peine un murmure. Le médaillon de Léla. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ses yeux, ils sont exactement de la même nuance de bleu. La couleur quitta le visage de Nadia. Elle se leva et commença à faire les 100 pas dans la cour, son cafetan de soie chuchotant contre le marbre. Les implications étaient trop énormes, trop bouleversantes. Ce n'est pas possible. Nous l'avons pleuré. Nous l'avons enterré. Vraiment? La défia Damien, se levant pour lui faire face. Où avons-nous enterré une boîte vide? Père était consumé par le chagrin. Il a accepté les rapports officiels à distance. Est-ce que quelqu'un de notre famille est allé là-bas? Est-ce que quelqu'un a exigé une enquête médico-légale complète au-delà de ce que la police locale a fourni? Ils connaissaient tous les deux la réponse. Leur père, un homme fier et puissant, avait été brisé par la perte de son jeune frère bien-aimé et de sa famille. Il s'était retiré dans son chagrin, incapable d'affronter la sinistre réalité de l'identification des restes. Il avait fait confiance aux autorités françaises, accepté leurs condoléances et scellé la tragédie. Khalil examine les archives officielles maintenant, dit Damien. Les papiers d'adoption, les dossiers de l'hôpital 2. L'époque de l'incendie. Mais j'ai besoin de plus, Nadia. J'ai besoin de preuves, de photographies, quelque chose qui la reliera à nous. Nadia arrêta de faire les 100 pas, une main pressée sur son cœur. Son esprit tourbillonnait, revenant des décennies en arrière à des souvenirs fragmentés d'une belle tante aux yeux bleus surprenants et d'un bébé rieur vu seulement sur des photos. Elle se précipita dans la maison, vers l'ancienne bibliothèque où étaient conservés les albums de famille. Damien la suivit. Pendant des heures, ils fouillèrent dans de vieux livres reliés en cuir remplis de fantômes. Ils trouvèrent des photos du mariage de Tariq et Amira, des photos d'Amira, jeune et radieuse, ses yeux bleus brillant même sur les clichés délavés. Et puis Nadia le trouva, une petite collection de photos que leur tante avait envoyées juste un mois avant sa mort. Il y avait Amira tenant un nourrisson emmailloté. Et là, sur un gros plan du bébé allongé dans son berceau, se trouvait la preuve. Autour du cou du bébé, brillant contre sa petite poitrine, se trouvait le médaillon en argent avec l'étoile d'eau à 7 branches. Nadia laissa échapper un petit cri, sa main couvrant sa bouche. Damien prit la photographie de ses doigts tremblants. Il fixa le visage du bébé, Léla, et vit le fantôme de la femme qu'il avait si cruellement insultée dans un restaurant à l'autre bout du monde. À cet instant, son téléphone vibra. C'était un message de Khalil. Il contenait un seul document scanné, un formulaire d'admission de l'hôpital pour enfants de Rouen, daté d'il y a 24 ans. Le nom du patient était listé comme « enfant non identifié, sexe féminin ». Le motif de l'admission, inhalation de fumée et brûlure mineure, seule survivante d'un incendie domestique. En pièce jointe, une copie du certificat d'adoption,
finalisé 2 ans plus tard par Michel et Sarah Evans pour une enfant qu'ils nommèrent Clara. La dernière pièce du puzzle se mit en place avec une certitude écœurante. La femme qu'il avait traitée de « stupide petite fille » n'était pas Clara Evans. Elle était Leila Tariq Al-Jamil, sa cousine, son sang. Le poids de ses actions, la pure cruauté cosmique de son insulte s'abattit sur lui. Il n'avait pas seulement insulté une étrangère. Il avait profané un souvenir. Il avait regardé un membre perdu de sa propre famille, une fille qui avait survécu à une tragédie inimaginable, et n'y avait vu qu'un obstacle, un inconvénient. La honte n'était plus seulement un goût amer. C'était un poison inondant ses veines. Nadia le regarda, des larmes coulant sur son visage. « C'est elle, murmura-t-elle. Mon Dieu, Damien, c'est vraiment elle. » Damien hocha la tête, ses propres yeux brûlants. La partie facile était terminée. Ils avaient trouvé la vérité. Maintenant venait la partie impossible. Trouver comment guérir une blessure vieille de 24 ans. Une blessure qu'il venait de rouvrir avec sa propre arrogance. Clara passa les jours suivant la visite de Damien dans un état d'animation suspendu. Elle accomplissait les gestes de la vie, postulant à des emplois, lisant ses manuels universitaires, mais son esprit était ailleurs, piégé dans le couloir faiblement éclairé, avec les mots impossibles de Damien résonnant autour d'elle. Pour la première fois de sa vie, elle retira le médaillon et le posa sur sa table de nuit. Il semblait différent maintenant, moins comme une encre vers un passé vague et plus comme une bombe à retardement. Elle oscillait sauvagement entre un scepticisme cynique et un espoir terrifiant et déchirant. Était-ce possible? Le vide conscient qu'elle avait toujours ressenti, l'attirance inexplicable pour une langue et une culture qui n'étaient pas les siennes, tout cela pouvait-il s'expliquer par cette seule histoire fantastique? Elle fit des recherches sur la famille Al-Jamil en ligne. Les résultats étaient stupéfiants. C'étaient des titans de l'industrie mondiale, une dynastie de richesse et de pouvoir basée à Dubaï. Damien était l'héritier présomptif, son visage faisant la une de Forbes et Fortune. Tout cela ressemblait trop à un conte de fées, ou à un cauchemar, pour être réel. Le 3e jour, elle prit la carte de visite. Son doigt survola le bouton d'appel une 12aine de fois. Que dirait-elle même? Et si tout cela n'était qu'une erreur, une cruelle coïncidence? Et si c'était vrai, quelle issue était la plus effrayante? Finalement, rassemblant tout le courage qu'elle possédait, elle composa le numéro. Il répondit à la première sonnerie, comme s'il n'avait attendu que cela. « Allô ?» Sa voix était dépouillée de son autorité habituelle, empreinte d'anxiété. « C'est Clara Evans, » dit-elle, sa propre voix à peine un murmure. Il y eut une pause, puis un flot de mots. « Clara. Leila. Merci d'avoir appelé. Je suis à Paris. Je suis revenu hier. Pouvons-nous nous voir, s'il vous plaît? J'ai des choses à vous montrer. Ma sœur, Nadia, est avec moi. Elle veut vous rencontrer. » La mention de sa sœur rendit la chose plus réelle. Ce n'était plus seulement lui. C'était une famille. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. « Où que vous vous sentiez à l'aise, » dit-il instantanément. « Un parc, un café, votre appartement, n'importe où vous choisirez. » Elle voulait un terrain neutre, un endroit d'où elle pourrait facilement partir. Le café au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel. Dans 1 heure. Elle raccrocha avant de pouvoir perdre son courage. L'heure passa dans un brouillard de panique et d'anticipation. Elle s'habilla simplement, en jean et pull, et serra le médaillon d'argent dans sa poche, son poids familier un petit réconfort. Elle les vit dès qu'elle entra dans le café. Ils avaient pris une banquette tranquille au fond. Damien se leva immédiatement. Il avait l'air fatigué, son visage marqué d'une tension qui n'était pas là auparavant. La femme à côté de lui était l'élégance personnifiée. Elle était plus âgée que Damien, avec des yeux bruns, intelligents et bienveillants, de la même couleur profonde que les siens. Mais dès qu'elle vit Clara, sa main vola à sa bouche, et ses yeux se remplirent de larmes. C'était Nadia. Et l'émotion brute et non dissimulée sur son visage était plus convaincante que n'importe quel document. « S'il vous plaît, » dit doucement Damien, désignant le siège en face d'eux. « Merci d'être venu. » Clara s'assit, les mains serrées sur ses genoux. L'air était épais de mots non dits, de 24 années de silence. Nadia fut la première à parler. Sa voix tremblait mais était douce. « Vous avez les yeux de votre mère, » dit-elle en français, son regard plein d'un émerveillement tendre et douloureux. « Ma tante. Je n'aurais jamais pensé les revoir. » Elle poussa un magnifique album photo relié en cuir sur la table. « Nous voulions que vous voyiez par vous-même. » Les mains tremblantes, Clara l'ouvrit. La première photo était celle d'un jeune couple souriant, beau et vibrant. L'homme ressemblait à une version plus jeune et plus douce de Damien. La femme était magnifique,
avec une cascade de cheveux noirs et des yeux bleus d'une familiarité saisissante. Tariq et Amira Al-Jamil. Ses parents. Elle tourna la page. D'autres photos d'eux, heureux, amoureux. Et puis les photos du bébé. Ces photos de bébé. Sur l'une, elle était tenue par Amira. Sur une autre, elle était emmaillotée dans un berceau, et autour de son petit cou se trouvait son médaillon. Son médaillon. Il n'y avait aucun doute possible. Le monde bascula sur son axe. L'histoire abstraite devint une réalité concrète et déchirante. C'étaient les visages qu'elle avait aspiré à voir toute sa vie. C'était la famille qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Des larmes qu'elle ne savait pas qu'elle retenait commencèrent à couler sur son visage. Damien fit glisser un dossier sur la table à côté. Il contenait les documents que Khalil avait déterrés. Le rapport d'incendie, qui mentionnait que la chambre du nourrisson se trouvait à l'autre bout de la maison et avait été partiellement protégée du pire du brasier. La déclaration d'un premier intervenant sur la découverte d'un bébé vivant dans un berceau enfumé. L'admission à l'hôpital de l'enfant non identifié. Ses papiers d'adoption. C'était une chronologie froide et bureaucratique de sa survie. L'incendie a été classé comme accidentel, expliqua Damien, la voix chargée d'émotion. Notre famille, mon père, on nous a dit qu'il n'y avait aucun survivant. Nous pensons que les autorités locales, traitant des victimes non identifiées, ont simplement perdu la trace. Il y a eu une confusion, une défaillance catastrophique de la communication. Et notre famille, perdue dans son propre chagrin à l'autre bout du monde, n'a pas posé les bonnes questions. Nous vous avons abandonnés. Il termina, sa voix se brisant. Nous sommes tellement désolés. Clara ne pouvait pas parler. Elle pouvait seulement tracer les visages sur les photographies, son cœur endolori d'un deuil pour des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés, et d'une joie si écrasante qu'elle en était douloureuse. Elle avait un nom, Léla. Elle avait une famille. Nadia tendit la main sur la table et posa doucement la sienne sur celle de Clara. Son contact était chaud et réconfortant. « Ils ne nous ont jamais manqué », dit-elle doucement. « Et nous ne savions pas que vous nous manquiez aussi. Vous n'êtes pas Clara Evans, l'orpheline. Vous êtes Léla Al-Jamil, notre nièce bien-aimée, notre cousine. Vous êtes à la maison. » Le mot « maison » brisa les derniers vestiges de son sang-froid. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, un son de libération pure et totale. Toute la solitude, toute la recherche, tout le sentiment d'être sans attache, tout se déversa. Damien la regardait, son visage un masque de culpabilité et de chagrin profond. Il avait retrouvé sa cousine perdue depuis longtemps, seulement pour se présenter à elle comme un monstre. Le souvenir de ses paroles au restaurant, espèce d'incapable, stupide petite fille, lui revint en mémoire et il grimaça comme s'il avait été frappé. « Léla », dit-il, et sa tête se releva brusquement au son de son vrai nom prononcé par ses lèvres. « Je ne pourrai jamais reprendre ce que je vous ai dit au restaurant. Je ne pourrai jamais effacer cette cruauté. J'étais arrogant et j'avais tort. Vous trouver ainsi, et savoir que mon premier acte a été de vous causer de la peine. C'est une honte que je porterai pour le reste de ma vie. Tout ce que je peux faire, c'est demander votre pardon et passer le reste de ma vie à essayer de le mériter. » Ces excuses, cette fois, n'étaient pas une transaction. C'était une confession brute et humble, livrée devant sa sœur, devant la vérité de qui elle était. Clara le regarda, le milliardaire arrogant du restaurant, et vit quelqu'un de complètement différent. Elle vit un homme humilié par le destin, luttant avec un profond regret. Elle vit son cousin, sa famille. C'était une pensée complexe, désordonnée et écrasante. Il y aurait du temps pour la colère, pour les questions, pour trier les décombres du passé. Mais à ce moment-là, dans la chaleur de la main de Nadia et la sincérité du remords de Damien, elle sentit la première lueur d'un nouveau départ. Elle prit une inspiration tremblante et hocha lentement la tête. « Je vous entends », murmura-t-elle. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Les jours qui suivirent furent un rêve surréaliste. Damien et Nadia ne la bousculèrent ni ne l'envahirent. Ils se déplaçaient avec une révérence douce et patiente, comme s'ils manipulaient un artefact précieux et fragile qui avait été miraculeusement retrouvé. Ils louèrent une suite dans un hôtel près de son appartement, lui laissant de l'espace tout en indiquant clairement qu'il ne partirait pas sans elle. La première étape consista simplement à parler. Ils passèrent des heures dans le café tranquille, Nadia remplissant doucement la vaste toile vide de l'histoire de Léla. Elle lui parla de son père, Tariq, de la façon dont il était l'érudit de la famille, un homme bon et brillant qui aimait le jazz américain. Elle lui parla de sa mère, Amira, une artiste pleine d'entrain avec un rire qui pouvait remplir une pièce et un amour féroce pour sa famille. Nadia peignit le tableau d'une vie qui avait été volée, non pas de parents riches et lointains, mais de vraies personnes avec leurs bizarreries et leurs passions. Léla,
comme elle commençait lentement à se considérer, était une auditrice silencieuse. Elle absorbait chaque détail, chaque histoire comme un désert assoiffé s'imprégnant de la première pluie. Pour la première fois, le médaillon d'argent autour de son cou avait un contexte. Ce n'était pas juste un objet. C'était un cadeau d'une grand-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée, un symbole d'une mère dont elle savait maintenant qu'elle avait hérité les yeux. La relation avec Damien était plus compliquée. Il était une présence constante et silencieuse. Il parlait rarement à moins qu'on ne s'adresse à lui, son aura de commandement habituel remplacée par une humilité sombre. Il s'occupait des aspects pratiques, faisant appel aux meilleurs avocats pour gérer le processus juridique de restauration de son identité, de son nom, de son droit de naissance. Il faisait tout cela silencieusement, efficacement, en arrière-plan. Un après-midi, alors que Nadia lui montrait une photo de la maison familiale à Dubaï, Léla regarda Damien de l'autre côté de la table. « Vous connaissiez le proverbe » dit-elle soudainement. Il leva les yeux, surpris. « Quel proverbe » ? « Les dommages que vous infligez à l'âme d'une personne avec des mots cruels durent éternellement. Vous l'avez reconnu ce soir-là. » Il hocha la tête, une ombre de son ancienne honte traversant son visage. « Mon grand-père le disait. Il le disait à mon père, et mon père me le disait. C'est une leçon de famille que j'avais clairement oubliée. » « Non, » dit doucement Léla, une nouvelle compréhension naissant en elle. « Vous ne l'aviez pas oublié. Vous ne pensiez simplement pas que j'étais de la famille. » La vérité simple et dévastatrice de sa déclaration resta en suspens dans l'air entre eux. Il ne l'avait pas vue comme une personne digne de cette sagesse. Il l'avait vue comme une autre. Son voyage ne consistait pas seulement à retrouver sa cousine. Il s'agissait de confronter l'arrogance qu'il avait aveuglée à l'humanité de ceux qu'il jugeait inférieurs à lui. « Vous avez raison, » dit-il, la voix basse. « Et je ne referai plus jamais cette erreur. » Le tournant arriva une semaine plus tard. Ils avaient organisé un appel vidéo avec le patriarche de la famille, le cheikh Khaled Al-Jamil, le père de Damien et Nadia. Léla était terrifiée. C'était l'homme qui avait perdu son frère et, sans le savoir, abandonné sa nièce. Lorsque son visage apparut à l'écran, elle vit un vieil homme. Ses épaules puissantes étaient voûtées par l'âge et le chagrin. Ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur elle, s'écarquillèrent puis se remplirent d'un flot d'émotions si profond qu'il sembla le briser. Il prononça son nom, Léla, comme une prière, le murmure d'un fantôme revenu. Il pleura ouvertement, s'excusant encore et encore en arabe, non pas pour sa richesse ou son pouvoir, mais pour son échec en tant qu'oncle, pour sa faiblesse face à un chagrin qui leur avait coûté 24 ans. Dans ses larmes, Léla ne vit pas un cheikh puissant. Elle vit un vieil homme en deuil, et les derniers vestiges de sa colère fondirent, remplacés par une empathie profonde et résonnante. Il la supplia de venir à Dubaï, de voir sa maison, de parcourir les couloirs que ses parents avaient parcourus, de prendre sa place légitime dans la famille. « Le choix t'appartient, Léla, » dit doucement Nadia après la fin de l'appel. « Rien n'est attendu de toi. Tu peux continuer tes études ici. Tu peux être Clara Evans, ou tu peux être Léla Al-Jamil, ou tu peux être les deux. Nous te soutiendrons quoi qu'il arrive. Nous voulons juste que tu sois dans nos vies. » Léla regarda ses mains, puis les visages de sa nouvelle famille. Sa vie en tant que Clara Evans était une vie qu'elle s'était construite elle-même, à force de courage et de travail acharné. C'était une vie dont elle était fière. Mais elle avait toujours été une vie définie par une question. Maintenant, elle avait la réponse. Elle n'abandonnerait pas Clara Evans. Cette étudiante résiliente et travailleuse était ce qu'elle était. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer Léla Al-Jamil. Elle était une femme avec une histoire, un héritage, une famille qui avait traversé le monde pour la retrouver. Elle prit une profonde inspiration. « Il me faudra un passeport », dit-elle, un petit sourire hésitant se dessinant sur ses lèvres pour la première fois. « Sous mon vrai nom. J'aimerais voir ma maison. » Le soulagement qui submergea Damien et Nadia fut une vague palpable. Ce n'était pas une fin, mais un début fragile et plein d'espoir. Le chemin à parcourir serait long. Il y avait des décennies de temps perdu à pleurer, une nouvelle et complexe dynamique familiale à naviguer, et un monde de privilèges inimaginables à comprendre. Mais alors que Léla était assise entre son cousin et sa tante, la serveuse tranquille et le milliardaire humilié, elle sentit les deux moitiés de son identité commencer à se recoudre. L'histoire n'était plus celle d'une insulte cruelle et d'une répartie choquante. C'était celle d'une fille perdue, guidée par l'écho d'une langue oubliée et un médaillon d'argent, qui avait finalement, contre toute attente, retrouvé son chemin vers la maison. Et ainsi, une histoire qui a commencé par un moment d'arrogance choquante dans un restaurant haut de gamme est devenue un voyage qui a changé une vie, un voyage d'identité, de pardon et du pouvoir incroyable de la famille. Cela nous rappelle que derrière chaque visage, il y a une histoire que nous ne pouvons pas voir. La serveuse que vous ignorez,
L'étranger que vous rejetez, ils portent des mondes entiers en eux. Clara, ou plutôt Léla, n'a pas seulement trouvé sa famille. Elle a forcé un homme puissant à trouver sa propre humanité. Son histoire est un témoignage puissant de l'idée que la dignité n'est pas déterminée par la richesse ou le statut, mais par la force et la grâce que nous portons dans nos âmes. C'est un rappel que parfois les liens les plus profonds sont enfouis sous des années de douleur, attendant un seul moment de vérité choquant pour les mettre en lumière. Le processus de réclamation de son identité fut une expérience étrange et dépersonnalisante pour Léla. Cela impliquait des rendez-vous dans des bureaux d'avocats cossus près des Champs-Élysées, des endroits qui semblaient aussi étrangers que la surface de la Lune. Damien avait engagé le meilleur cabinet de droit international de Paris. L'avocat principal, maître Laurent Dubois, une coïncidence de nom qui n'échappa à personne, était un homme précis et méticuleux qui expliqua les défis. Il fallait des tests ADN pour confirmer biologiquement le lien avec la famille Al-Jamil, des déclarations sous serment de Nadia et du Cheikh Khaled, et une requête judiciaire complexe pour annuler le certificat de décès émis 24 ans plus tôt et le remplacer par un nouveau certificat de naissance. « C'est un cas sans précédent, mademoiselle Al-Jamil », dit maître Dubois lors de leur première rencontre, son bureau surplombant la scène. Normalement, de telles procédures sont posthumes. Faire revivre légalement quelqu'un, c'est naviguer en territoire inconnu. Mais les preuves sont accablantes. L'échantillon d'ADN que vous avez fourni correspond à celui de votre tante, Madame Nadia Al-Jamil, et de votre oncle, Cheikh Khaled, avec la probabilité écrasante d'une relation nièce-oncle. Les dossiers de l'incendie, bien que froids, corroborent le récit. Nous réussirons. Cela prendra juste du temps. Léla écoutait, se sentant comme une spectatrice de sa propre vie. Il parlait de l'enfant, de la survivante, de l'affaire, et elle devait se rappeler qu'il parlait d'elle. Damien était à ses côtés à chaque réunion, silencieux et solennel. Il ne prenait la parole que pour répondre à des questions financières ou logistiques, assurant aux avocats que toutes les ressources nécessaires étaient à leur disposition. Son efficacité était redoutable, mais Léla pouvait voir le poids que cela lui pesait. Chaque document signé, chaque procédure légale, était un rappel de l'échec de sa famille, de 24 années perdues à cause du chagrin et de la négligence. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante de déposition, il rentrait à pied à l'hôtel en silence. Les lumières de Paris scintillaient sur le trottoir humide. « Est-ce que tu penses à eux ?» demanda doucement Léla, rompant le silence. « Tes parents. » Damien s'arrêta sous un lampadaire, son visage à moitié dans l'ombre. « Tariq et Amira ?» Tout le temps. Chaque jour depuis que je t'ai rencontré. Je me souviens de mon oncle qui me lançait en l'air dans la piscine. J'avais peut-être 6 ans. Il avait le rire le plus chaleureux. Et ma tante, elle m'a appris à dessiner un cheval. Je n'étais pas très bon, mais elle disait que j'avais l'âme d'un artiste. Il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. Ce sont des fragments. Des souvenirs d'enfant. J'aurais aimé en avoir plus à te donner. C'est plus que ce que j'avais, dit Léla. J'avais juste une photo et une sensation. Maintenant, grâce à toi, j'ai un rire et un dessin de cheval. Elle le regardait, et pour la première fois, elle ne voyait pas le milliardaire, ni même le cousin coupable. Elle voyait un homme qui pleurait aussi une perte. Leur perte partagée. Dans ce moment de vulnérabilité, un nouveau fil se tissa entre eux, non pas de culpabilité ou d'obligation, mais de chagrin partagé et de mémoire familiale. La nouvelle de l'existence de Léla commença à se répandre discrètement au sein du cercle restreint de la famille Al-Jamil. Nadia gérait les communications avec une grâce diplomatique, préparant le terrain pour le retour de Léla. Il y avait des appels vidéo avec des tantes, des oncles et des cousins éloignés à Dubaï, Londres et Riyad. Les réactions allaient du choc incrédule à la joie exubérante. Pour beaucoup, c'était comme assister à un miracle. Léla se retrouva le centre d'une constellation familiale dont elle ne connaissait même pas l'existence. Chaque visage à l'écran était une nouvelle pièce du puzzle de son identité. Elle apprit qu'elle avait un cousin, Omar, qui était architecte à Londres et partageait l'amour de son père pour le design. Une tante, Fatima, qui vivait à Dubaï et avait la même passion pour la poésie que sa mère. Lentement, la silhouette de ses parents prenait de la substance, se reflétant dans les visages et les passions de la famille qu'ils avaient laissés derrière eux. Mais le plus grand changement se produisait en elle. Elle continua ses études à la Sorbonne, mais avec une perspective différente. Ses recherches sur les dialectes sémitiques n'étaient plus une quête académique abstraite. C'était un moyen de se connecter à son propre héritage. Un jour, en classe, son professeur discutait d'un poème pré-islamique sur la perte et le retour au foyer. En lisant les vers à voix haute en arabe, les mots résonnèrent en elle avec une clarté poignante. Le chameau connaît le chemin du puits même après une saison dans le désert. Après le cours, son professeur,
Une femme perspicace nommée Madame Delacroix la retint. « Clara, il y avait quelque chose de différent dans votre lecture aujourd'hui. Une profondeur, une compréhension que je n'avais pas entendue auparavant. » Léla hésita, puis prit une décision. « Mon nom est Léla, Madame Delacroix. Et je crois que je viens de trouver mon chemin vers le puits. » C'était la première fois qu'elle se présentait volontairement par son vrai nom à quelqu'un en dehors de la bulle familiale. C'était un petit pas, mais il lui sembla monumental. Le jour où les documents officiels arrivèrent fut anticlimactique et profondément émouvant à la fois. Un coursier livra une enveloppe épaisse au bureau de l'avocat. À l'intérieur se trouvait un passeport français flambant neuf et un acte de naissance. Nom, Léla Tariq Al-Jamil. Nom des parents, Tariq Khaled Al-Jamil et Amira El-Masri. Elle fixa les mots, l'encre noire et officielle rendant tout cela irréfutable. Clara Evans était maintenant légalement un alias, le nom d'une vie qu'elle avait vécue. Léla tint le passeport dans ses mains. Ce n'était pas seulement un document de voyage. C'était la preuve de son existence. C'était le début et la fin de la plus grande quête de sa vie. Ce soir-là, Damien et Nadia l'emmenèrent dîner, non pas dans un endroit ostentatoire comme l'Ambroisie, mais dans un petit bistrot chaleureux du Marais qu'elle aimait. Il n'y avait pas de grande célébration, juste une quiétude partagée. « Alors, dit Nadia, levant son verre. Allez là. Puisse ton nouveau voyage être aussi riche et beau que celui qui t'a mené jusqu'à nous. » Damien leva également son verre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Léla par-dessus le bord. « Allez là, dit-il, sa voix basse mais pleine d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Que tu nous pardonnes de t'avoir fait attendre si longtemps. » Léla sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse ou de confusion. Elles étaient de gratitude. Elle leva son propre verre. « À la famille, dit-elle, sa voix ferme. Celle qu'on perd et celle qu'on retrouve. » En trinquant, le tintement des verres sonna comme une promesse. La promesse d'un avenir où elle ne serait plus définie par ce qui lui manquait, mais par la richesse de tout ce qu'elle avait enfin trouvé. Le chapitre parisien de sa vie touchait à sa fin, mais une nouvelle histoire, vaste et inconnue comme le désert lui-même, était sur le point de commencer. Le jour du départ pour Dubaï était baigné d'une lumière parisienne douce et automnale. Léla se tenait à la fenêtre de sa petite chambre de bonne, regardant les toits d'ardoise et les cheminées qui avaient été sa seule ligne d'horizon pendant des années. Elle avait fait ses cartons, un mélange étrange de manuels de linguistique, de vêtements usés et maintenant, de quelques nouvelles tenues de créateurs que Nadia avait insisté pour lui acheter. C'était un microcosme de son identité, la studieuse Clara Evans et la naissante Léla Al-Jamil, toutes deux emballées dans les mêmes valises. Marie, son amie de l'Ambroisie, était venue l'aider et lui dire au revoir. Elle regarda autour de la petite pièce presque vide, ses yeux s'écarquillant devant l'histoire incroyable que Léla lui avait finalement racontée. « Alors, c'est vrai, » dit Marie, secouant la tête avec admiration. « Tu passes d'une chambre de bonne dans le 5e à un palais à Dubaï. C'est plus fou que n'importe quel film. » Léla sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Ce n'est pas le palais qui compte. C'est de savoir d'où je viens. »« Je sais, » dit Marie en la serrant dans ses bras. « Mais un peu de luxe ne fait pas de mal après toutes ces années de pâte au beurre. N'oublie pas les petites gens quand tu seras une princesse du désert. »« Jamais, promit Léla. Et je ne suis pas une princesse. » Le voyage lui-même fut une transition abrupte entre deux mondes. L'avion privé de Damien était moins un avion qu'un appartement volant, avec des chambres privées, une douche et un chef personnel. C'était un niveau de luxe si extrême qu'il en devenait abstrait. Pendant le vol, Nadia lui montra des photos sur une tablette, la préparant à ce qui l'attendait. La villa familiale, les visages des membres du personnel qui la connaissaient bébé, la tombe de ses parents qu'elle visiterait. Damien, pour sa part, était inhabituellement nerveux. Il arpentait la cabine, vérifiait son téléphone et semblait plus agité qu'elle ne l'avait jamais vu. « Il s'inquiète pour mon père », lui confia Nadia à voix basse. « Il craint que l'émotion ne soit trop forte pour lui. Et il s'inquiète de la façon dont tu te sentiras, d'être soudainement plongé dans tout ça. Damien porte le poids du monde sur ses épaules, surtout le poids de cette famille. » Alors que l'avion amorçait sa descente vers Dubaï, Léla regarda par le hublot. Le paysage aride et ensoleillé s'étendait à perte de vue, si différent des verts humides de la Normandie ou du gris élégant de Paris. Puis la ville elle-même apparut, une ligne d'horizon futuriste de verre et d'acier qui s'élevait du sable comme un mirage. C'était audacieux, écrasant et complètement étranger. Son cœur se serra d'un mélange d'excitation et de trépidation. L'arrivée à l'aéroport fut orchestrée avec une efficacité silencieuse. Ils furent conduits à travers un terminal privé vers une flotte de berlines noires qui attendait sur le tarmac. Il n'y avait pas de douane, pas d'attente de bagages.
C'était un mouvement fluide du ciel à la terre, un passage sans friction réservé aux ultrapuissants. Le trajet vers la villa familiale se fit en grande partie en silence. La chaleur l'enveloppa dès qu'elle sortit de la voiture. Ce n'était pas la chaleur humide d'un été parisien, mais une chaleur sèche et intense qui semblait émaner de la terre elle-même. La villa n'était pas une maison, mais un domaine. Des murs blancs entouraient des hectares de jardins méticuleusement entretenus, des oasis de verre luxuriants et de fleurs éclatantes au milieu du désert. Des fontaines murmuraient, et le parfum du jasmin flottait dans l'air. C'était un paradis sensoriel. À l'entrée, le personnel était aligné en 2 rangées. Des hommes et des femmes plus âgés, leurs visages marqués par des années de service loyal. Nadia lui présenta doucement la gouvernante en chef, une femme nommée Fatima, dont les yeux se remplirent de larmes en la voyant. « Petite Léla » murmura Fatima en arabe, sa main tremblante se tendant pour toucher le bras de Léla. « Nous avons prié pour ce jour. Bienvenue à la maison. » À la maison. Ce mot encore. Chaque fois qu'elle l'entendait, une nouvelle couche de sa vieille solitude s'écaillait. Ils la conduisirent à travers des cours fraîches et des couloirs voûtés, le marbre sous ses pieds frais et lisses. Des œuvres d'art islamique complexes ornaient les murs, et des tapis persans aux couleurs riches étouffaient le son de leurs pas. Enfin, ils arrivèrent à de grandes portes en bois sculpté. Damien s'arrêta, posant une main sur son bras. « Il est là-dedans, » dit-il, sa voix tendue. « Prends ton temps. Fais ce qui te semble juste. » Nadia hocha la tête, ses yeux encourageants. « Nous sommes juste derrière toi. » Léla prit une profonde inspiration, sa main trouvant instinctivement le médaillon à son cou. Elle poussa les lourdes portes et entra. La pièce était une immense bibliothèque, les murs tapissés de livres du sol au plafond. La lumière du soleil filtrait à travers des moucharabiers complexes, projetant des motifs sur le sol. Au centre de la pièce, dans un grand fauteuil en cuir, un vieil homme était assis. Cheikh Khaled Al-Jamil se leva lentement à son entrée. Il était plus frêle en personne que sur l'écran vidéo, mais il y avait une aura indéniable de pouvoir et de dignité en lui. Ses yeux sombres, les mêmes que ceux de Damien et Nadia, se fixèrent sur elle, et en eux, Léla vit 24 ans de chagrin et de regret. Il ne dit rien au début. Il fit simplement quelques pas hésitants vers elle, ses yeux se déplaçant de son visage à ses yeux, puis de nouveau à son visage, comme pour mémoriser chaque détail, pour s'assurer qu'elle était réelle. Puis, des larmes se mirent à couler silencieusement sur ses joues burinées. « Amira » murmura-t-il, sa voix rauque de décennies de chagrin inexprimé. « Tu as les yeux de ta mère. » Il tendit une main tremblante, non pas pour la toucher, mais comme une supplique. Et dans ce simple geste, Léla ne vit pas le patriarche d'un empire, mais un oncle qui avait perdu son frère, un homme brisé qui avait enfin une chance de guérison. Elle fit les derniers pas qui les séparaient et sans réfléchir, le prit dans ses bras. Elle sentit ses épaules trembler alors qu'il la serrait contre lui, un sanglot secouant son corps frêle. Il murmurait son nom, Léla, Léla, encore et encore, comme un mantra, comme une absolution. En le tenant, Léla sentit le dernier mur autour de son cœur s'effondrer. Elle n'était plus une orpheline cherchant des réponses. Elle était une nièce retrouvant sa famille. Elle était Léla Al-Jamil. Et elle était, enfin et véritablement, à la maison. Les semaines qui suivirent furent une immersion douce et délibérée dans une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La famille Al-Jamil la protégea du monde extérieur, créant un cocon où elle pouvait s'acclimater à son propre rythme. Ses journées étaient un mélange de passé et de présent. Nadia devint sa guide, sa confidente et son historienne personnelle. Ensemble, elles passaient des heures dans la bibliothèque, à parcourir de vieux albums photos et des boîtes de lettres. Léla découvrit l'écriture de sa mère, pleine de boucles et d'exubérance, dans des lettres envoyées de France. Elle lut les mots de son père, des descriptions réfléchies et poétiques de sa nouvelle vie, de son amour pour sa femme et de son émerveillement devant sa petite-fille. Ces objets n'étaient plus de simples artefacts. Ils étaient les fils qui tissaient la tapisserie de ses parents, la rendant réelle et tangible. Nadia l'emmena également dans les anciennes ailes de la villa, dans les pièces que Tariq et Amira avaient occupées avant de partir en France. La chambre de son père était toujours là, presque intacte, avec ses livres d'architecture et sa collection de disques de jazz. Léla passa ses doigts sur les pochettes de Miles Davis et John Coltrane, imaginant son père écoutant cette musique, un fantôme souriant dans la pièce. La chambre de sa mère était plus lumineuse, avec un chevalet installé près de la fenêtre donnant sur un jardin de roses. Quelques toiles inachevées étaient encore appuyées contre le mur, des éclats de couleurs vives et de formes abstraites. C'était comme entrer dans un sanctuaire, un moment figé dans le temps. C'est dans cette pièce qu'elle trouva une petite boîte en bois contenant les bijoux de sa mère, y compris le bracelet et la bague assortie à son médaillon, l'ensemble étoile d'eau. En les enfilant, elle sentit une connexion profonde et viscérale,
comme si sa mère lui passait un héritage à travers le temps. La visite au cimetière familial fut le moment le plus difficile et le plus nécessaire. Le cimetière était un jardin paisible et muré, rempli de frangipaniers et de bougainvilliers. 2 simples pierres tombales en marbre blanc se dressaient côte à côte. Tariq Khaled Al-Jamil et Amira El-Masri Al-Jamil. Il n'y avait pas de 3e pierre pour Léla. Il ne l'avait jamais eue. Agenouillée sur l'herbe douce, Léla posa sa main sur la pierre fraîche de sa mère, puis sur celle de son père. Les larmes qu'elle versa n'étaient pas amères. C'était un deuil pur, une reconnaissance de ce qui avait été perdu, mais aussi une acceptation. Elle n'était plus en deuil d'inconnu. Elle pleurait son père qui aimait le jazz et sa mère qui peignait avec des couleurs vives. Damien l'avait accompagnée, se tenant à distance respectueuse, lui laissant son espace. Quand elle se releva enfin, il s'approcha. « Je suis désolé qu'il ne soit pas là pour te voir, » dit-il doucement. « Il serait si fier de la femme que tu es devenue. » « Peut-être qu'ils le sont, » répondit-elle, et pour la première fois, l'idée ne semblait pas fantaisiste, mais réconfortante. Sa relation avec Damien continuait d'évoluer. La dynamique de culpabilité et de pardon s'estompait, remplacée par une camaraderie de cousins. Il lui apprit à monter à cheval dans les écuries du domaine, la taquinant sur sa posture rigide. Elle, en retour, le défiait lors de leurs discussions, remettant en question ses hypothèses sur les affaires et la politique avec l'acuité d'une universitaire. Il découvrit qu'elle n'était pas seulement une linguiste de talent, mais qu'elle avait un esprit vif et analytique. Elle découvrit que sous son extérieur d'homme d'affaires impitoyable se cachait un homme profondément loyal envers sa famille et portant le poids de leurs attentes. Un soir, alors qu'il regardait le soleil se coucher sur les dunes depuis une terrasse, il se tourna vers elle. « Tu sais, l'accord Dubois à Paris. Je l'ai presque fait capoter à cause de mon arrogance. Après ma rencontre avec toi, j'y suis retourné et j'ai accepté leurs conditions. J'ai réalisé que M. Dubois ne se battait pas pour l'argent, mais pour préserver un morceau de l'histoire de sa ville. J'étais tellement concentré sur la victoire que j'ai oublié qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. » Il la regarda, ses yeux sombres sérieux. « Tu m'as appris ça. Pas avec une leçon, mais juste en étant toi. » Ce fut un moment de véritable clôture pour l'incident qui avait tout déclenché. Son insulte n'était plus une blessure ouverte entre eux, mais une cicatrice qui marquait le début de leur histoire commune, un rappel de la transformation qu'ils avaient tous deux subie. Cheikh Khaled, quant à lui, semblait rajeunir. Avoir Léla dans la maison lui insuffla une nouvelle vie. Il insistait pour qu'elle s'asseye à côté de lui à chaque repas, l'écoutant raconter ses années en France, ses études, sa vie en tant que Clara. Il ne montrait aucune pitié, seulement un intérêt et un regret profond. Il commença à lui parler de l'entreprise familiale, Al-Jamil Global, non pas comme un fardeau, mais comme un héritage. « Ton père, Tariq, avait un grand esprit pour cela, » lui dit-il un jour. Il voyait au-delà des chiffres. Il voyait les gens, les communautés. Il croyait que notre richesse devait être une source de bien, pas seulement de pouvoir. Il voyait en elle le même potentiel, le même mélange d'intellect et de compassion. Lentement, sans pression, il commença à la préparer à un avenir qu'elle n'avait jamais envisagé, un avenir où elle pourrait avoir un rôle à jouer dans la direction de l'héritage de sa famille. C'était une idée vertigineuse, mais pour la première fois, elle ne la rejeta pas. Elle avait passé sa vie à étudier comment les gens communiquaient. Peut-être était-il temps d'utiliser cette connaissance d'une manière différente. La véritable renaissance symbolique de Léla eut lieu lors d'une grande réunion de famille organisée en son honneur. Des parents du monde entier vinrent à Dubaï. La villa, habituellement si calme, bourdonnait de vie et de rire. En se tenant au milieu de la cour bondée, vêtue d'un cafetan bleu saphir que Nadia l'avait aidé à choisir, la couleur des yeux de sa mère, elle ne se sentit pas comme une étrangère. Elle était entourée de gens qui partageaient son sang, son histoire. Elle vit son oncle Khaled rire avec ses cousins, son visage libéré du fardeau du chagrin. Elle vit Damien parler avec une chaleur et une ouverture qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle était le catalyseur de cette joie, la pièce manquante qui avait rendu leur cercle à nouveau complet. Plus tard dans la soirée, elle s'éloigna de la foule et se dirigea vers l'un des jardins les plus calmes. Damien la rejoignit. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. Elle regarda les étoiles brillantes dans le ciel du désert, si claires et proches. « Mes ancêtres cartographiaient les étoiles, » murmura-t-elle, se souvenant de ses propres paroles audacieuses à l'ambroisie. « C'est la première fois que j'ai l'impression de savoir pourquoi. » Elle se tourna vers lui, un sourire serein sur le visage. « Oui, Damien. Je suis heureuse. Je ne suis plus une équation à équilibrer. Je suis une histoire complète. » Le voyage avait été tumultueux, commencé dans l'humiliation et forgé dans le choc et le chagrin. Mais il l'avait conduite ici, sous un ciel rempli d'étoiles,
avec une famille retrouvée et un avenir plein de promesses. La serveuse de Paris et la Sheikha de Dubaï n'étaient plus deux personnes en guerre en elles. Elles étaient une seule et même personne. Léla, la survivante, l'érudite, la cousine, la nièce. La femme qui avait enfin trouvé sa place dans le monde.